Donc je m'appelle Cyril Delmas, je suis tech lead chez Electra, donc spécialiste leader mondial des systèmes de découpe pour matériaux souples et tous les systèmes associés. Vous pouvez me contacter sur Twitter, à ce handle, et vous aurez tout le code source de ce que je vais vous montrer sur mon GitHub, donc c'est Delmas. Donc c'est le dernier slide, donc merci à Anne et Amélie, mes collègues qui ont fait ce magnifique sketch note pour me servir de slide. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de programmation fonctionnelle et réactive en Java avec une bibliothèque qui s'appelle Cyclops React. En fait, j'ai cherché pendant très longtemps à trouver une lib qui me permettait de faire ce genre de choses. Et j'en ai trouvé un gros paquet. Et en fait, à chaque fois, on se dit, voilà, il y a des trucs qui sont bien d'un côté, des trucs qui sont bien de l'autre, mais on n'a jamais une seule lib qu'on peut tirer et avec laquelle on peut travailler. Et donc j'ai trouvé Cyclops qui va nous rajouter pas mal de choses et qui va aussi compléter certains manques du JDK. Donc, par exemple, au niveau des optionnels, il y a certaines opérations que je me suis rendu compte que je faisais assez souvent, comme par exemple, alors je suis désolé, le code est un petit peu pas adapté pour, hop, voilà, combiner deux optionnels, des chaînes de caractères. Si on a envie de concaténer par exemple deux chaînes de caractères qui sont dans un optionnel, c'est pas évident. On est obligé de faire des flat maps de flat map. Et en fait, là, on peut faire simplement une combinaison en utilisant une classe utilitaire et utiliser quelque chose qui s'appelle un monoïde. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est juste une structure qui permet de combiner deux éléments d'un même type. Donc typiquement, la concaténation de chaînes de caractères, ça correspond à ce type d'opération. Donc il y en a tout plein. Il y en a pour les optionnels, pour les completable futures. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à utiliser les completable futures en Java. C'est assez casse-tête. Pour les streams aussi. On a aussi donc des ajouts sur les collections. Alors, sauf que je me suis trompé de... Hop. Donc, avec ici par exemple listx, donc toutes les collections dans Cyclops sont un X à la fin. Donc ça évite les collisions de noms entre les classes du JDK et les classes de Cyclops. Donc c'est un peu comme dans Vaver, je ne sais pas si vous connaissez, JavaSlang. Donc on peut utiliser directement les opérations de map, filter dessus. Et dans le reduce, on réutilise d'ailleurs un monoïde. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a sur pas mal de types dans Cyclops des for comprehension. Donc je ne sais pas si vous faites du Scala. Il y en a qui font du Scala ici? Ah, il n'y en a pas beaucoup. En fait, ça ressemble à ça en Scala. Et j'ai fait la même chose ici avec Cyclops, donc avec le for each 2. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est l'équivalent. On aura un exemple plus intéressant après. En plus des collections, on a tout un tas de structures supplémentaires qui sont ajoutées, comme les disjonctions. Vous connaissez peut-être Ether, qui permet de donner des cas, soit un cas nominal, soit un cas d'erreur. Il y a XOR et Ether, donc c'est la même chose dans Cyclops, sauf qu'il y en a un qui est lazy, c'est Ether, et un qui est eager, c'est XOR. De manière générale, d'ailleurs, dans Cyclops, il y a beaucoup de choses qui sont lazy par défaut, comme par exemple le maybe qu'on a en bas, là. Je vais utiliser le pointeur, qui est en fait l'équivalent de optional. Hop, je vais descendre un petit peu. Donc c'est la même chose, sauf que il est lazy. Et il a tout un tas d'opérations en plus, évidemment, qui sont propres à Cyclops. Un autre élément que j'aime bien aussi, c'est l'eval, qui permet de choisir comment on va évaluer une expression. Donc par exemple, soit on l'évalue maintenant, on garde le résultat en cache, on peut réutiliser après, soit plus tard, parce qu'on n'a vraiment pas envie de l'évaluer tout de suite, soit on l'évalue à chaque fois. Donc ça, ce sont des petits ajouts assez sympathiques. Et comme je disais tout à l'heure, un des gros problèmes depuis Java 8, c'est qu'il y a plein de libs qui sont apparus et c'est pas forcément facile de s'y retrouver et de faire des choses qui sont compatibles entre toutes ces librairies. Et en fait, Cyclops, c'est un système de modules qui permet de faire de la compatibilité, par exemple avec Vaver. Donc on peut ici convertir un sorted set X assez facilement avec juste une méthode to et un système de converteur en vector de Vaver et vice versa. Donc là j'ai utilisé une liste vers une list X, mais on peut faire toutes ces conversions là. Dans les modules, il n'y a pas juste de la conversion, on peut faire aussi tout un tas de choses qu'on verra un peu après. C'est un peu de la programmation fonctionnelle un peu plus poussée, je vous montrerai ça. Et pareil avec Aris Java. On peut transformer les réactifs secs de Cyclops en observables Aris Java. Et pareil dans l'autre sens, avec assez peu de code finalement, parce que ça se passe juste ici. Et après, on utilise un observable. Et là, on utilise l'observable réactive sec. Et puis, on peut utiliser une réactive sec derrière. Donc, en parlant de programmation réactive, justement, je vais vous montrer un petit programme très simple qui est vraiment tout fou. En fait, ce que je vais faire, c'est lire un fichier. Ça se passe en haut.
lire un fichier qui contient un identifiant de transaction par ligne. On va pouvoir faire quelque chose dessus. Une opération qui s'appelle process, qui est bien nommée d'ailleurs, laquelle va juste faire localiser en fait l'endroit où est-ce qu'on va envoyer un colis et après calculer un prix. Du coup, on va utiliser deux choses. On va utiliser un try ici, parce que quand on lit un fichier en Java, ça peut lever une exception. Nous, ce qu'on ne veut pas dans un langage fonctionnel, enfin, quand on fait de la programmation fonctionnelle, c'est sortir n'importe où, n'importe comment d'une fonction. Donc on va encapsuler ça dans un try qui va dire soit ça va bien se passer, je vais avoir une liste et je vais pouvoir traiter mes maps derrière, soit je vais avoir une exception et du coup on va aller directement à la fin. On va aussi donc utiliser process et là on va avoir un cas plus intéressant de for comprehension si j'arrive à me déplacer. Hop, évidemment on ne voit pas tout le code. Hop, voilà. Donc contrairement à tout à l'heure, on avait déjà une instance de liste sur laquelle on faisait un for each. Là, on n'a pas d'instance de base. On aurait pu faire le code qui est juste en dessous et que je ne vois pas évidemment. Donc avec des flat maps comme ça imbriqués. Moi, j'ai préféré l'écrire comme ça. Je trouve ça plus lisible. C'est-à-dire que d'abord, on va faire la localisation. Ensuite, avec la localisation, si on veut utiliser l'adresse qu'on a récupérée, on peut. Alors comme je n'utilise pas, j'utilise par convention un double underscore, sachant que le underscore tout seul, vous savez, c'est pour qu'on utilise par exemple en ce cas-là quand on fait du pattern matching, qu'on ne veut pas nommer une variable, ce n'est pas valide en Java. Donc on calcule le prix et on va combiner les deux éléments pour construire l'élément final. Donc ça c'est une for comprehension. Comme en ce cas-là, ça se passe que sur des monades. Et donc on va construire, alors c'est un peu plus verbeux, parce que évidemment ici on n'a pas d'implicite en ce cas-là et on n'a pas un compilateur qui sait réécrire des for comprehension comme pourrait le faire en ce cas-là. Donc ça, c'était pour la partie programmation réactive, parce que ici, on envoie des futurs, et donc à chaque fois, on va localiser l'élément. Une fois qu'on a le retour qui nous est revenu avec l'adresse, on va passer à la suite, donc on va calculer le prix. Et ensuite, une fois qu'on a eu le retour, on va pouvoir construire l'objet qui nous intéresse. On peut faire différemment, on peut utiliser les séquences réactives. Alors là, j'imagine que, voilà, ah si, c'est bon. Donc on va construire en fait on va construire un stream, donc qui est en fait une séquence d'éléments qui vont être émis. Et derrière, on va faire le même traitement. Alors j'ai rajouté juste un petit bonus, c'est faire des notifications, si on a envie par exemple d'envoyer un SMS pour dire que le colis est en cours de préparation. Donc derrière un stream, on va brancher un topic qui va broadcaster en fait chaque élément qui va être émis dans deux streams en aval. Donc un stream qui va faire la notif et un stream qui va faire le process. Ici, contrairement à tout à l'heure, on va exécuter les deux en parallèle en faisant un fan-out. Et derrière, on va recombiner en faisant un zip-in. Et au niveau du code, ça se passe comme ça. Si ça pouvait arrêter, voilà. Donc on a la séquence initiale qu'on construit à partir du contenu. Donc c'est le contenu du fichier. On va récupérer le topic qui va être branché pour broadcaster. Derrière, on branche deux streams, un qui va faire la notif, un qui va faire le process. Sur le process, on fait le fan-out zip-in. Donc avec les deux éléments, donc la localisation, le calcul de prix, et le zip-in qui va être une fonction qui va prendre les deux éléments et qui va les recombiner. Voilà, donc c'est deux manières de faire. Personnellement, je préfère la première, c'est un peu compliqué. Néanmoins, si on a besoin de faire un workflow un peu plus complexe, c'est peut-être plus adapté. Il y en a qui font du HakaStream dans la salle? Non, du tout. Bon, on peut faire plus ou moins la même chose avec HakaStream, par exemple. Ok, je ne vais pas vous embêter plus avec la programmation réactive. On va passer un peu plus sur la programmation fonctionnelle, parce que là, il y a quand même beaucoup d'ajouts et des trucs assez fous. En fait, dans le JDK, par défaut, on a deux choses qui nous permettent de représenter des fonctions, c'est function et bfunction. Et en fait, function et bfunction, elles ont deux problèmes. Enfin, elles ont un gros problème. C'est au niveau de leur interface, on ne peut pas faire grand-chose avec. C'est-à-dire qu'on peut faire soit appliquer des paramètres et puis ça appelle la fonction, soit faire de la composition. C'est cool, mais c'est quand même pas énorme. En fait, Cyclops a rajouté plein de choses en plus qu'on peut faire et auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou qu'on peut galérer. On peut par exemple purifier une fonction à deux paramètres, on peut la transformer en une fonction en un paramètre qui renvoie une autre fonction. On peut aussi faire de la mémorisation si on a envie de mémoriser les résultats. Et on peut faire tout un tas d'opérations, je ne vais pas toutes vous les passer. Néanmoins, ça permet de rajouter des choses qu'on n'a pas besoin de se faire à la main. Autre chose qui est vraiment très intéressant, c'est le petit lambda qu'on voit là. Alors, ce n'est pas hyper facile à
à taper hein, quand on a un clavier AZERTY ou QWERTY. Quand on a un Bepo, c'est hyper facile. Hein. Personnellement, j'utilise du Bepo. En fait, ce truc-là, il va servir à quoi? Il va servir à utiliser des références de méthode et pouvoir directement derrière faire quelque chose dessus. Parce que par défaut, une référence de méthode comme ça, bah, le compilateur, il ne connaît pas son type. On est obligé de lui dire, donc soit en l'affectant à une variable, soit en le passant en paramètre d'une fonction. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Du coup, on peut utiliser directement ces références de méthode sans avoir à les affecter d'abord à une variable. On va revenir sur l'exemple d'avant, qui peut-être vous a semblé un petit peu... alors, sauf que... Voilà. Vous a semblé un petit peu compliqué, imbriqué, machin, tout ça. En fait, il y a plus simple. Là, en fait, on se retrouve à faire des for each imbriqués. Pourquoi? Parce qu'en sortie de map, ici, je ne sais pas si vous voyez le type, c'est assez barbare, mais on se retrouve avec un try de futur de liste. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce truc-là, en sortie de cette méthode-là, on va se retrouver à un truc qui est imbriqué dans 3 niveaux d'imbrication. Donc forcément, on va être obligé de faire du for each, de for each, de for each pour aller chercher finalement l'élément qu'on a processé. Donc quand on fait de la programmation fonctionnelle, pour éviter ce genre de délire, on a une structure qui s'appelle les monades transformers qui permettent d'aller un petit peu plus vite. Et donc là, on va faire la même chose, mais en beaucoup moins de lignes. En fait, le listé, là, il va servir à dire, j'ai une liste qui est dans une autre structure, dans une autre monade. Alors, pour ceux qui ont vraiment l'œil, j'ai zappé la notion de future séquence, parce que sinon ça devient un peu plus long et un peu plus compliqué. Mais néanmoins, l'idée, c'est que là, directement, je peux faire un flat map process sans avoir à faire un map, puis après le apply. Ça, c'est quand même pas mal. Autre chose aussi, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y en a qui ont fait la tronche sur la for comprehension. Effectivement, c'est pas forcément très lisible. Et surtout, l'autre problème, c'est que ici, quand on veut calculer le prix, en fait, on est obligé d'attendre d'avoir le résultat de l'adresse alors qu'on s'en fiche. C'est pourquoi? Parce que là, on utilise une monade. Pour ceux qui font de la programmation fonctionnelle, ils savent qu'on utilise une monade, en fait, quand on a un séquencement d'opérations qui dépendent les unes des autres. En fait, quand on n'a pas besoin de ça, quand on veut faire ça en parallèle, on va utiliser une autre structure qui s'appelle l'applicative functor et qui existe grâce à ça. Et là, attention, ça va piquer un petit peu quand même. Voilà, on se retrouve avec une opération qui est comme ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, parce que ce n'est pas forcément très simple. Alors, forcément, là, on ne voit pas complètement à droite. Bon, c'est juste le new parcel à droite. Hein. Il n'y a pas plus de choses. Donc, nous avons ici le locate et le compute price. D'accord? C'est les deux opérations qu'on va vouloir faire, potentiellement en parallèle. On a ici, donc comme tout à l'heure, on avait ici l'instance de monade, on a l'instance d'applicative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une fonction qui est ici sur 2 éléments qui sont calculés par ailleurs. Donc le app2, ça veut dire je vais appliquer une fonction à 2 paramètres sur 2 choses. Comme ces 2 choses, ce sont des futurs, on va avoir besoin que la fonction soit dans un contexte de futur. C'est-à-dire qu'on va prendre une fonction ici, ce que fait ce truc-là, c'est va prendre une fonction qui a 2 paramètres comme ça, une adresse, un prix, et ça va les transformer en une fonction qui prend une future d'adresse, une future de prix, et qui va renvoyer une future de parcelle. Exactement ce qu'on veut. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un machin comme ça ailleurs, et puis des narrow et des hidden qui nous empêchent de lire? En ce cas-là, on peut faire ça beaucoup plus simplement. Alors c'est tout simplement dû au fait que Java, il ne supporte pas les higher kinded types. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, en Java, d'écrire, pas en majuscule, un truc de ce genre-là. On ne peut pas faire de generics en fait. Parce que Java, le compilateur, il a besoin ici que ce truc-là soit un type concret pour pouvoir travailler. En ce cas-là, on peut le faire. En ce cas-là, vous aurez plein de trucs comme ça. Vous aurez d'ailleurs des underscores. On s'est décroché, mais on peut le faire. Là, on ne peut pas le faire. Donc, on va être obligé de tricher un petit peu et de représenter le fait que le fameux f, là, qui est un type, eh ben, on va tricher en disant, en fait, c'est vraiment un type, mais c'est un type qui va représenter une variable. Alors, ça s'appelle un witness. Il y a un très bon article dessus qui explique le pourquoi du comment. Et en fait, derrière ça, on va avoir la notion de higher, qui est une interface et qui donc est réellement un type. À partir de là, en fait, tous les types qu'on a là, donc par exemple future, maybe, tout ça, ils vont étendre cette interface. Et pour que ça fonctionne, on va être obligé de caster ces éléments-là en utilisant hidden pour élargir, c'est-à-dire passer d'un futur à un higher.
et faire un arrow ici dans l'autre sens pour passer d'un ailleurs à un futur, c'est-à-dire revenir, faire un downcast, c'est ce que fait Naroka d'ailleurs, hein. C'est juste un downcast d'un ailleurs vers un futur. Ça va, j'ai perdu personne? Bon, si vous avez des questions, de toute façon, c'est fini. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas trop tué.